Maman Première ministre Judith Suminwa Matondi na libako pesi biso ozali bongo mama ya Yambo o batomboli na ebonga oyo tangu ozula lozola muka est-ce que ozozongoka eloko mo ya lokumu Mama Sylvie nakanisi que eloko motuya o mokonzi ya mboka pesi nga eza eloko mokete po na nga eza eloko lokumu te eza mokumba. La première ministre Judith Suminwa Tuluka est officiellement entrée en fonction le 12 juin 2024. Vous le savez, après investiture de son gouvernement et présentation de son programme d'action à l'Assemblée nationale conformément à la Constitution. Depuis ce jour, la population voudrait savoir comment la chef du gouvernement compte s'y prendre pour matérialiser ce programme d'action chiffré à 92,9 milliards de dollars américains à raison de 18 milliards par an et étalé sur 5 ans. En d'autres termes, quelle est la méthode Suminwa? Quelles sont les actions qui sont déjà réalisées et quelles autres sont en cours d'exécution? Voilà qui motive la tenue de cette interview. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Alors, qui est Judith Suminwa? Judith Suminwa, première femme occupant le poste de Premier ministre en RDC, est née en octobre 1967. Elle est détentrice d'un master en économie appliquée, option gestion financière, à la faculté de l'économie de Mons en Belgique et d'un diplôme d'études complémentaires en travail dans les pays en voie de développement. Elle travaille dans le secteur bancaire, puis dans les agences des Nations Unies, dans le PNUD, où elle a été experte senior dans un projet d'appui communautaire dans l'Est de la RDC. Elle exerce ensuite au cabinet du ministre du Budget avant de devenir coordonnatrice adjointe du Conseil présidentiel de veille stratégique. Cadre de l'UDPS, elle exerçait jusqu'avant sa nomination les fonctions de ministre d'État, ministre du Plan au sein du gouvernement Sama Lukonde II. Après une année à la tête du ministère du Plan, Judith Suminwa Tuluka a brillé par la pratique de la gestion axée sur les résultats de développement, notamment dans la mise en œuvre et le suivi du programme de développement local de 145 territoires PNEL, donc, et la finalisation du plan national stratégique de développement. Elle est nommée au poste de Premier ministre par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 1er avril 2024. Mariée et mère de 2 enfants, elle est originaire du secteur de Kimpese, territoire des Songololo, dans la province du Congo central. Pour cette première parution médiatique, donc la Première ministre a spécialement accordé la primeur à la presse nationale. Je ne serai pas seule à réaliser cette interview. Donc dans ce joli décor, nous avons Sylvie Bongo, un visage connu ici localement. Sylvie Bongo Landou est journaliste et directrice marketing et commercial à la chaîne CMBDJ, présentatrice et productrice de magazines sociopolitiques, Équipe nationale et Pona Écolo. Elle interviendra particulièrement en lingala, une façon pour nous d'intégrer toutes les couches sociales. Nous avons également Thierry Kambundi Kafouti, rédacteur en chef au sein de la rédaction de la radio Top Congo, producteur et présentateur des magazines bien connus, Parlons-en, Le Débat et récemment Parcours. Bonsoir Thierry. Et également bonsoir Sylvie. J'ai oublié de vous saluer tout à l'heure. Et donc nous avons également sur ce plateau donc notre confrère de Radio Okapi, Irong Mouching Alain. Il est superviseur des news à la rédaction de la Radio Okapi. Alain est un grand reporter et présentateur principal de dialogue entre Congolais et du magazine Le Grand Témoin. Bonsoir Alain. Bonsoir madame. Et donc nous avons associé à cette interview un citoyen congolais, on l'appelle Tonton D, mais son nom en vrai c'est Dylan Mutombo. C'est un Congolais qui excelle sur les réseaux sociaux, sur
TikTok. Précisément, il a près d'1 million d'abonnés et il ne parle que de l'actualité. Sa cible, ce sont les jeunes. En ce moment, il est en train de collecter les réactions des internautes par rapport à cette production. Et donc, nous le recevrons à un moment de cette interview et il aura des questions à poser. Alors, je suis à vous, madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, j'ai fait votre biographie en quelques lignes. C'est clair qu'il est difficile de parler d'un parcours comme le vôtre en ces quelques mots. Vous avez certainement une manière de parler de vous à votre façon. Comment vous présenteriez-vous? Je sais déjà que vous êtes mère de famille. C'est pas facile de concilier la gestion de la République et celle d'un foyer. Non, c'est pas facile, mais avant tout, pour bien comprendre qui je suis, je voudrais juste rappeler que je suis la 5e dans une famille de 9 enfants. Papa a été diplomate, maman institutrice de formation, mais elle a été mère au foyer. Et mon père était quelqu'un à l'époque, on était des Aïrois, puisque mon papa est décédé en 96, très fier d'être Zaïrois. Et il n'arrêtait pas de nous le répéter, il faut être fier d'être Zaïrois, parce que c'est notre pays, le Zaïre, et tout ce que nous devons faire, c'est pour ce pays. Donc j'ai grandi dans ça. J'ai grandi avec une maman très stricte. Il n'était pas question de faire des bêtises, on en a tous fait, hein, à un moment ou à un autre, en tant qu'enfant, en tant que jeune. Mais elle était très regardante dans la manière dont on fonctionnait à la maison. Les garçons comme les filles, on devait faire notre part et surtout travailler à l'école. Je ne pouvais pas me permettre de ramener des mauvaises notes à la maison, ce n'était pas possible pour ma mère. Donc c'est ça un peu qui m'a formée. Et mes parents ont tout fait pour me donner le meilleur en termes de formation. Et ça, je leur dois beaucoup. Alors, effectivement, je suis mariée depuis maintenant presque 28 ans. J'ai 2 enfants, un garçon de 23 ans, une fille de 20 ans. Et dès le départ, je me suis mariée en travaillant déjà, donc j'ai toujours travaillé. Mes enfants n'ont connu qu'une mère qui travaillait. Je suis depuis toujours très attachée à avoir des bons résultats, etc. Et donc c'est vrai que ça prend une partie de la vie importante. Mais ce que j'ai toujours fait avec ma famille, c'est de leur accorder des moments clés où on passait des moments ensemble, et c'est ça qui pouvait créer cette union dans laquelle on se trouve, dans cet amour familial. Et le fait que justement je suis dans cet amour familial, ça me crée un environnement de paix qui me permet de mieux me concentrer dans mon travail. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant que Premier ministre, heureusement pour moi, mes enfants sont grands. Hein, mon fils vient de terminer son bachelor en communication, ma fille est encore à l'université. Et donc, ils n'ont plus besoin d'une mère de manière quotidienne. Ils ont toujours besoin de la maman parce que c'est toujours des coups de fil, même le soir avant de dormir. Je m'assure d'avoir discuté avec mes enfants. J'échange beaucoup avec mon mari. Je m'assure que tout s'est bien passé pour lui dans la journée. Et il est aussi d'un grand soutien parce qu'il est capable de comprendre qu'aujourd'hui, la journée n'a pas été terrible parce qu'en tant que responsable, quand on voit tout ce qui se passe dans notre pays, les conflits à l'Est, les différentes catastrophes naturelles, la situation de pauvreté d'une grande partie de la population, ce n'est pas quelque chose de facile d'être Premier ministre. Et c'est toujours important d'avoir quelqu'un qui vous soutient parce qu'il vous donne la paix. Et c'est ça qui est important. Voilà, en tout cas, vos enfants ont de la chance de vous avoir comme mère. Cet entretien va tourner autour de l'exécution du programme d'action du gouvernement basé sur les engagements majeurs pris par le chef de l'État lors de son investiture. Et donc, nous allons repartir l'émission en thématiques. En 6 thématiques, nous parlerons de l'économie et de la protection du pouvoir d'achat, la création d'emplois, la sécurité, la justice, l'aménagement du territoire, l'accès aux services sociaux de base. Bonjour madame. Alors, nous allons commencer par un secteur que vous maîtrisez parce que dans la présentation, on a bien dit que vous êtes économiste de formation. Je ne voudrais pas aller longtemps pour présenter l'économie congolaise,
Mais juste me limiter à dire entre autres que l'économie de notre pays a beaucoup de problèmes. Elle repose aujourd'hui essentiellement sur le secteur minier qui contribue à environ 70% de la croissance globale en République démocratique du Congo. Parmi les objectifs que vous vous êtes assignés lorsque vous avez présenté le programme du gouvernement, c'était notamment dans le secteur minier d'aller dans la transformation, plutôt dans l'exportation des produits bruts. Et aussi au plan agroalimentaire, l'économie congolaise est aujourd'hui essentiellement extravertie. J'ai vu des chiffres du ministère du Commerce extérieur, près de 3 milliards de dollars dépensés dans le secteur agroalimentaire sur les 12 derniers mois. L'objectif, vous l'avez rappelé devant les députés, c'est de produire davantage. Qu'est-ce que vous avez déjà fait depuis que vous avez pris vos fonctions pour inverser cette tendance au plan minier, au plan de l'agroalimentaire et même au plan de la production? Pour évoquer une phrase qu'aime bien le président de la République, la revanche du sol sur le sous-sol. C'est de votre responsabilité. Qu'est-ce qui a déjà été fait sur ce plan? Alors, en 3 mois, qu'est-ce que nous avons fait depuis que nous avons été mis en place? J'ai pris fonction après avoir évidemment développé un programme d'action du gouvernement tel que cela a été dit. Et ce qui était important, c'était de voir quelles sont les différentes mesures que nous allons mettre en place pour vraiment asseoir notre programme et commencer à le mettre en œuvre de manière efficace. La première chose, ça a été ce travail qui a été fait pendant 2 mois pour pouvoir obtenir un budget. Nous avons aujourd'hui un projet de budget que j'ai eu à déposer à l'Assemblée nationale, en respectant d'ailleurs les délais constitutionnels. Et ce projet de budget, qui est en augmentation de 26% par rapport à celui de 2024, nous avons aujourd'hui un projet de budget pour 2025 de l'ordre de 89 000 milliards de francs congolais, donc soit plus ou moins 18 milliards de dollars. Cela nous permet de pouvoir aller en termes de répartition, 17% pour la diversification de l'économie, 13% dans l'agriculture. Donc c'est déjà, en termes de projection, une volonté forte de dire il est important d'aller vers cette diversification de l'économie. Alors, en parlant de diversification de l'économie, vous savez, par exemple, au niveau des mines, aujourd'hui, nous nous battons pour faire reconnaître nos minerais stratégiques et de dire aussi qu'il nous faut impérativement devenir maître en produisant normalement. Nous avons un projet que nous avons commencé, projet régional, avec notamment la Zambie, sur la production de batteries. Donc le projet a démarré, il est encore dans ses débuts, mais ça va devoir, à terme, nous permettre, plutôt que d'exporter tout ce qu'on a comme coltan, etc., mais de produire localement, de ne plus dépendre du prix du cobalt brut. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous dépendons du prix qui est imposé à l'extérieur, à l'international, et ce prix-là peut baisser sans que nous n'ayons aucune marge de manœuvre, mais si nous produisons nos batteries ici sur place, nous pourrons vendre des produits finis à un prix qui sera compétitif déjà. Rien que pour la consommation locale, nous sommes quand même un pays aujourd'hui de plus de 100 millions d'habitants, donc vous voyez quel marché de consommation qui est le nôtre. Et si nous travaillons sur ça, nous allons pouvoir développer notre secteur et produire plus, et ça va nous régénérer de ressources plus importantes. Mais pour y arriver, évidemment, nous avons aujourd'hui un déficit en termes d'énergie, d'infrastructures, donc il est impératif que nous puissions travailler sur ça. En termes d'énergie, vous avez pu voir dans les années passées, nous avons eu à libéraliser par exemple le secteur de l'électricité, nous avons mis en place, quand je dis nous, c'est le gouvernement, puisqu'il y a continuité. Donc tout ça, ça ont été des mesures qu'aujourd'hui nous sommes en train de consolider pour assurer que, alors que nous avons redémarré les négociations sur on a parlé à l'époque du projet INGA, aujourd'hui on parle d'un programme intégré, structuré INGA. Avec la Banque mondiale, la BAD est en train de nous suivre, nous sommes en train de discuter aussi avec des investisseurs privés. En attendant que tout ce programme-là puisse vraiment aboutir, nous devons investir dans des microcentrales hydroélectriques, etc. Et donc,
Si vous regardez, il y a pas mal d'actions, de projets qui sont en train d'être menés dans ce sens-là. L'autre chose, ce sont les infrastructures. On a plus ou moins 58 000 kilomètres de routes, mais nous sommes à plus ou moins 12 000 kilomètres de routes qui sont empruntables. L'idée pour nous est d'arriver à 25% au moins des 58 000 kilomètres, ce qui nous permettrait d'être dans la norme standard au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, avec les négociations que nous avons faites avec 6 communes, nous avons pu obtenir dans cette négociation 7 milliards de dollars qui vont être investis dans les infrastructures. Nous venons hier en Conseil de ministres, par exemple, d'approuver un financement avec comme bailleur des banques sud-africaines. Ce financement de l'ordre de 186 millions de dollars va nous permettre d'acheter 5 000 équipements qui vont nous permettre de travailler sur nos infrastructures et ainsi que pour l'agriculture. Donc c'est des équipements qui vont être mis en place à travers le territoire, 145 territoires. On va constituer des hubs. Ça va être géré dans le cadre d'un partenariat public-privé, mais ça nous permettra de mettre à disposition les services techniques, Office de route, OVD, OVDA, même les entreprises privées qui travaillent dans le secteur routier pourront bénéficier de ça. Donc ce sont des actions qui vont nous permettre, si elles sont bien coordonnées, de pouvoir avancer. Si aujourd'hui, nous voulons aller développer l'agriculture, déjà dans certaines provinces du pays, les gens produisent, même si ce n'est pas encore à un niveau suffisant. Mais le fait qu'on ait ce déficit en infrastructure, il n'y a pas de possibilité d'évacuer les produits. Or, si nous avançons dans les infrastructures routières, ça va nous permettre de désenclaver et donner la possibilité aux producteurs locaux de pouvoir évacuer leur production. Mais bon, il y a d'autres mesures sur lesquelles on pourra revenir, telles que fiscales, etc., d'incitatives à la production locale. Madame, vous avez été récemment au ministère du Plan, donc oui. Dans la planification. Oui. Je voudrais que l'on soit plus concret, parce que les chapelets des bonnes intentions et tous ces projets pompeux pour la population, on les a entendus même de la bouche de vos prédécesseurs. Parlons du secteur minier, par exemple. Parlons de la transformation, production des batteries, production de l'électricité ou amélioration de la capacité du pays en termes d'électricité ou d'énergie. À quelle échéance on peut s'attendre à des vrais résultats? Mon programme, il est sur combien d'années? Sur 5 ans. Donc c'est un processus. Oui, mais parce que je sais pourquoi je pose cette question. La production des batteries et la transformation de certains produits miniers, ce n'est pas pour sitôt, parce qu'on n'a même pas d'infrastructure de base, madame. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'on est en train de travailler sur des infrastructures routières, sur la production d'énergie, pour pouvoir aller dans ce sens-là. Le secteur agricole. Oui. Trop de théories, dirait-on en République démocratique du Congo, peu de résultats. En République démocratique du Congo, il y a à peine le service national qui essaie d'exister dans la production du maïs et dont on voit les résultats. Le gouvernement aujourd'hui, vous avez dit 13% du budget affecté à l'agriculture pour obtenir la vente du sol sur le sous-sol. Qu'est-ce qui est fait et comment espérer obtenir des résultats concrets sous Judith Soumino en matière d'agriculture? Vous avez donné l'exemple du service national. Aujourd'hui, le service national a produit 16 000 tonnes de maïs. C'est une chose qui n'est pas arrivée depuis très longtemps. Cette production-là va nous permettre de combler les carences d'ici fin novembre en distribuant une partie, il y a plus ou moins 7 000 tonnes qui sont distribuées dans le Kasaï oriental. Dans le Kasaï central à Kananga, il y a plus ou moins 4 000 tonnes. On a envoyé 4 000 tonnes entre Kinshasa et Ilebo spécifiquement pour les cantines des militaires. Ça va permettre aussi d'appuyer les militaires ainsi que leurs familles. Donc ça, c'est déjà une partie. L'autre partie, c'est de voir aussi comment on soutient les agriculteurs locaux. Je donne un exemple. Aujourd'hui, dans le Haut-Katanga, on a une disponibilité de plus ou moins 10 000 tonnes de maïs. Avec le service national, on est en train de travailler avec eux pour que le train qui sert au service national puisse transporter ces 10 000 tonnes pour aller renforcer l'approvisionnement en maïs dans le Kasaï. Donc ça encore, ça va être fait par un financement du Trésor public. Au-delà de ça, il y a tout un exercice qui est fait pour l'amélioration des semences. On parle d'agriculture,
Mais cette agriculture doit être faite avec une semence de qualité. Il y a un travail qui a été fait, je donne juste un exemple aujourd'hui, notamment avec les financements qu'on a injectés au niveau de l'ITA, par exemple, où nous avons pu les appuyer à développer une amélioration de la semence. Et une fois que cela pourra être produit à plus grande échelle et distribué, nous pourrons aller vers des semences de qualité au niveau du maïs, au niveau du manioc, ainsi de suite. Ce programme-là, qui a aujourd'hui reçu plus de 40 millions de dollars, on est en train de former des jeunes dans l'agro-business pour pouvoir justement, une fois que ces jeunes sont formés, c'est une ressource qui va permettre aussi d'être perpétuée au-delà. Donc c'est un peu un système qu'on est en train de mettre qui va permettre, aujourd'hui on forme peut-être un petit nombre, mais ce petit nombre va pouvoir former d'autres et ça va se dupliquer. Donc c'est vrai qu'on est loin du compte, mais on a démarré et on va continuer. Madame, la grogne sociale est très forte et ne fait que s'amplifier. Pour ne prendre que les cas des enseignants, des médecins, des magistrats et beaucoup d'autres secteurs. Il y avait des négociations entre gouvernement et banque syndicale avant la rentrée et votre gouvernement s'est félicité du fait qu'il y avait des avancées, mais une bonne partie des enseignants ne donnent pas cours et beaucoup parlent déjà de la menace d'une prochaine année blanche. En les regardant dans les yeux en ce moment, qu'est-ce que vous leur dites ? Mais ce que je dis, c'est qu'il y a eu une commission paritaire sur laquelle le bon syndical et le bon gouvernemental s'est mis d'accord. On a bien indiqué la problématique que nous avions. On s'est mis d'accord sur un certain nombre de pas qu'on va faire d'un point de vue financier pour pouvoir déjà accomplir un certain nombre de paliers. On s'est mis d'accord sur ça. Donc si aujourd'hui, quand un accord a été pris, certains, parce que quand on dit au niveau des enseignants, ce n'est pas tous les enseignants. Du moins une bonne partie. Une bonne partie, vous l'avez identifié? Vous avez fait cette analyse? En tout cas, ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont de plus en plus nombreux, mais je pense qu'à partir du moment où on s'est mis d'accord et qu'on a dit qu'en 2025, on allait continuer, on préfère aller sur une année blanche? Je ne pense pas que ce soit la solution. Le gouvernement a montré sa bonne foi. Nous venons d'arriver, nous avons montré notre bonne foi. Nous avons un budget que nous n'avons pas, nous, élaboré. Nous travaillons sur base du budget que nous avons trouvé. Laissez-nous la chance, avec le budget que nous venons d'élaborer, une fois qu'il va être approuvé par le Parlement et qu'il sera promulgué, à ce moment-là, on pourra faire mieux. Mais là, on fait avec ce qu'on a entre les mains. Malheureusement, madame, quand on parle avec les syndicats tels que les SIECO, les Synécat et tant d'autres, ils accusent le gouvernement de ne pas négocier avec les bonnes personnes. Et le gouvernement crée ses propres syndicats, les amène autour d'une table et signe des accords et tout. Eux, ils estiment que vous ne parlez pas avec beaucoup de personnes, les bonnes personnes, et votre gouvernement n'échappe pas à cette situation. Bon, si c'est le cas, je pense que moi, ma porte est ouverte. C'est vrai que parfois, ce n'est pas évident de pouvoir recevoir tout le monde dès qu'ils arrivent, mais j'ai fait au maximum de rencontrer tous ceux qui viennent se plaindre ou bien qui font des sittings ici. Donc, si c'est vraiment le cas, je pense qu'il est important, plutôt que de faire subir cette grève à nos enfants, de pouvoir venir et qu'on discute sur cette représentation. Mais ça aussi, c'est une responsabilité des syndicats. Parce que comment voulez-vous que nous, gouvernement, aujourd'hui, nous discutons avec un groupe, demain, c'est un autre groupe qui revient. Donc je pense qu'il est important d'aller, et ça j'en ai discuté avec les représentants de l'intersyndicale, pour s'assurer qu'on puisse aller vers les prochaines élections syndicales, qu'il y ait un renouvellement, et comme ça, au moins, on pourra avoir les personnes qu'il faut, avec qui on va pouvoir discuter. Mais pour l'instant, je pense qu'une certaine dose de patriotisme est importante pour ne pas laisser nos enfants à l'abandon et permettre au moins que ces enfants puissent aller à l'école. Et la création d'emplois, un point très important. Et donc, j'ai essayé de passer en revue le programme d'action du gouvernement. Là-dedans, il
il se répartit par piliers, il y a des stratégies, des objectifs. Pour ce qui est de la création de l'emploi, j'ai lu améliorer la gestion des finances publiques, développer l'agriculture, promouvoir l'entrepreneuriat et création de PME, assainir le climat des affaires, maximiser les retombées des ressources extractives. Il y a tellement d'objectifs à atteindre. Mais le point qui m'attire le plus ici, c'est l'amélioration de la gestion des finances publiques. Sur ce point-là, quelles sont les actions que vous avez pu mener durant ces 3 premiers mois de votre gestion qui pourraient être visibles au sein de la population? La première chose qu'on a voulu faire, c'est d'essayer un peu de rationaliser nos dépenses. Et pour ça, nous sommes arrivés à baisser quand même drastiquement le niveau de nos dépenses en urgence. Nous avions des dépenses en urgence qui s'élevaient à plus de 30%. Aujourd'hui, on navigue entre 7 et 10%. Donc je pense que c'est déjà un résultat en 3 mois qu'on a pu obtenir. On vient de loin. Maintenant, au-delà de ça, c'est un exemple, on vient d'ailleurs de passer ça en Conseil de ministres, décider par exemple d'octroyer un allègement fiscal à toutes les entreprises congolaises qui sont à l'est du pays et qui sont confrontées à des problèmes dus à la guerre. Quand on parle de gestion des finances publiques, aujourd'hui, les ressources que nous avons proviennent en grande majorité des taxes, impôts, redevances, n'est-ce pas? Quand nous commençons à parler d'allègements fiscaux, en règle générale, j'ai les régies qui me regardent en disant « mais et nous ?» Nous avons des targets à atteindre, mais bien sûr, mais la question est de regarder comment ça se fait de manière cohérente. À partir du moment où, dans un secteur, on leur donne des allègements fiscaux, ils vont pouvoir mieux produire et une fois qu'ils produisent, ça va faire des ressources qui pourront ensuite être imposables. Donc c'est un peu cette logique-là sur laquelle nous avons commencé à travailler. D'ailleurs, vous avez pu aussi voir que dans la gestion des dépenses, nous avons pu faire un surplus en termes budgétaires de plus ou moins 500, un peu plus de 560 milliards de francs. Donc, ce sont des efforts qui ont été faits. N'oubliez pas que nous sortons d'une situation où, l'année dernière, nous avons eu les élections, nous avons eu, et nous avons toujours ce conflit à l'Est qui nous prend énormément de ressources. Et nous devons donc gérer tout le reste en essayant d'être un peu plus cohérents dans notre manière de gérer l'ensemble de nos ressources au niveau du Trésor public. Excusez-moi, je pense que Madame la Première ministre n'est pas assez revenue sur la protection du pouvoir d'achat des Congolais. On a plus parlé des enseignants, de la grève. Je voudrais savoir ce que vous faites concrètement. La primature, depuis un certain temps, est devenue un dortoir à ciel ouvert. Aujourd'hui, ce sont les médecins qui viennent passer la nuit ici. Demain, ce sont les députés provinciaux, etc. Et les conseillers communaux qui ne sont pas payés, etc. Entre-temps, le pouvoir d'achat du fonctionnaire congolais, en fonction du taux du dollar sur le marché, s'amenuise au jour le jour. Qu'est-ce que vous prévoyez comme mesure concrète pour améliorer ou protéger ce pouvoir d'achat du Congolais? Mais avant de vous répondre, vraiment, je vais vous dire une chose. Tous ces gens qui viennent faire le sitting ici, certains même sont en train de dormir, je leur ai posé la question quand je les reçois, mais je vous dis que je vais vous recevoir demain. Toye bioza mama. Il y a un toye pas parce que yo, bamso bazo katemi yo toza sur yoka. Il y en a qui ont eu des réponses. Les conseillers communaux, on a trouvé une solution. On a commencé à payer au niveau des frais de fonctionnement, au niveau des exécutifs provinciaux. Dernièrement, les députés provinciaux, ils m'ont écrit en me disant « Ah, merci beaucoup, ils viennent de recevoir 2 mois de salaire. » Bon, les médecins étaient là la semaine dernière. Les médecins étaient là la semaine dernière. Je leur ai dit « Écoutez, vous partez en commission paritaire le 7, allez-y, discutez en commission paritaire, mettez-vous d'accord et ensuite, on va pouvoir cheminer. » Donc, je pense que c'est important. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le social du Congolais, et particulièrement du fonctionnaire, est un élément important. Alors, en termes de pouvoir d'achat, la première chose qu'on a faite, c'est de voir, il fallait déjà au moins stabiliser le franc congolais. Je pense que vous avez pu observer que depuis qu'on est là, le taux de change reste quand même stable, n'est-ce pas? Ce n'était pas le but, il fallait équitable. Non, il fallait équitable, mais papa, héros kita mbalamoko,
Nada la baguette magique te en kitsa mbala moko. Pona ko kita. Nous devons travailler, ça revient à votre première question, nous devons travailler sur la diversification de l'économie parce que à partir du moment où nous importons moins, donc nous avons moins besoin d'aller rechercher des devises et nous pouvons plus utiliser à terme les francs congolais et donc nous aurons moins de pression sur le taux de change. Mais pour ça, nous, comme je l'ai dit, nous sommes en train de prendre un certain nombre de mesures pour travailler sur les diversifications en appuyant, on a parlé de la transformation au niveau minier, on a parlé de l'agriculture. Donc si nous arrivons vraiment à booster la production locale, c'est à ce moment-là, je pense, qu'on aura une meilleure éclaircie en termes de taux de change parce que c'est lié. Mais au moins, vous avez vu, nous avons essayé en diminuant la masse monétaire en circulation. Il y a des gens qui n'étaient pas contents, mais finalement, on finit quand le résultat est là, qu'on a quand même un taux de change stable, ça peut nous calmer. Ce que nous essayons aussi de faire, c'est de lutter contre la spéculation. Ce n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, je donne juste l'exemple. Vous avez vu, nous avons pu, en discussion avec les pétroliers, parce que c'est cette discussion qui a été faite, ensemble, on s'est mis d'accord sur les paramètres qui jouent sur le prix du carburant. On a travaillé notamment sur le prix moyen frontière, etc. Et nous sommes arrivés à baisser le prix du carburant, n'est-ce pas? Vous l'avez vu dans les stations d'essence. Mais en termes de spéculation, les gens ont commencé à dire « Ah non, mais peut-être que c'est juste une baisse aujourd'hui, demain ça va augmenter. » Surtout qu'il y a un conflit au Moyen-Orient, madame. Oui. Ça risque de créer une autre crise et oui, le prix risque de repartir. Même admettons que... Parce que ce sont tous des paramètres qu'on prend en considération. Et dans le manque à gagner qu'on calcule, et que nous parce que vous le savez, le prix du carburant, il est subventionné par l'État congolais. Sinon, le Congolais lambda paierait beaucoup plus. Donc l'État prend en charge toute une partie de ce coût-là pour éviter cette pression au niveau du Congolais lambda. Mais si nous sommes arrivés aujourd'hui à baisser le prix de 3340 à 2000, c'est 2990, hein? Puisque nous arrivons à 2990, admettons que d'ici 2-3 mois, il y ait une explosion, parce que c'est des risques. Évidemment, il faut en tenir compte. On ne peut pas gérer sans faire une analyse des risques. Qu'il y ait une explosion dans le Moyen-Orient et qu'on a vraiment un problème, une pénurie au niveau du carburant, même si ça monte, est-ce que vous êtes sûr que ça va remonter à 3340 comme avant? On a une marge. Donc c'est ça aussi, on anticipe. C'est tout ce travail-là qu'on a fait en discussion avec les pétroliers pour assurer que, au moins, à partir du moment où on a pu baisser le prix du carburant, on va pouvoir voir dans quelques jours comment on discute avec, au niveau du transport pour essayer de voir comment on va aussi baisser le coût du transport. Et à terme, il devrait y avoir une répercussion sur les coûts des produits qui dépendent du coût du transport qui utilise le carburant. Maintenant, c'est sûr que ceux qui ont déjà des stocks qu'ils ont achetés à un prix plus cher ne vont pas baisser les prix du coût. Donc, il ne faut pas que les gens disent prix à carburant et kiti, prix à bilok et kiti nanouté dont aux hommes est l'autre côté. Et koya, mais botika, il y a un processus, donc ça va se faire. Dans le programme du gouvernement, vous avez promis 1,5 million d'emplois par an. Comment vous allez y arriver? On ne peut le faire qu'avec le secteur privé. L'État seul ne pourra jamais créer autant d'emplois. L'État ne peut le faire qu'avec le secteur privé. C'est pour ça que cette question d'amélioration du climat des affaires est extrêmement importante. Quand j'étais encore ministre du Plan, nous avons travaillé sur un certain nombre de réformes à mener en vue d'améliorer le climat des affaires. Dans ces réformes, il y a évidemment la digitalisation pour aider aussi à limiter la corruption parce que ça a un impact. Il y a la sécurité judiciaire de l'investisseur, donc on va pouvoir revenir sur les questions juridiques à ce niveau-là. Il y a aussi la nécessité d'avoir, j'en avais déjà parlé, des incitations fiscales, etc. Donc il y a toute une panoplie de mesures que nous avons prises. Thierry Zaraneti, les lots Zotongelamba.
avant si au banana kotonga faut on a une mesure à mon tout. Le délai court déjà. Madame. Oui, le délai court. D'ici la fin de cette année, en principe, c'était déjà 1,5 million, parce que c'est chaque année jusqu'en 2028. Oui, d'accord, mais malheureusement, moi j'ai pris fonction. La suite, ce sera avec Voilà. Alain Yomi. Madame, vous parlez du secteur privé, mais déjà créer une entreprise ici au Congo, je connais des proches qui en ont fait la mère expérience. Et le gouvernement a un chapelet de beaucoup de bonnes intentions que vous avez énumérées, la digitalisation et bien d'autres, mais sur terrain, concrètement, ça ne suit pas, madame. Écoutez, particulièrement dans la création d'entreprises, nous avons un service public qui est le guichet unique de création d'entreprise, qui a eu, depuis un certain nombre d'années ou de mois, des problèmes de fonctionnement. Et donc, évidemment, cela a impacté sa capacité. On avait au départ un service qui, en 3 jours, permettait de créer vraiment une entreprise. Aujourd'hui, c'est devenu, ça traîne, etc. Donc, ce que nous avons fait quand nous sommes arrivés, c'est d'assurer au moins que ce GUS puisse au moins maintenant recevoir régulièrement ses frais de fonctionnement, ce qui va lui permettre de se connecter, de pouvoir mettre à disposition à ceux qui le souhaitent tout le service nécessaire pour pouvoir créer ces entreprises. Parce que c'était juste une question de frais de fonctionnement. Et ce n'était même pas des montants importants. Donc là, nous avons relancé la machine et j'espère que ça va pouvoir suivre. Mais au-delà de ça, comme je l'ai dit, il faut aussi assurer que tous les investisseurs qui arrivent puissent non seulement avoir une sécurité en termes juridiques, puissent aussi avoir accès au crédit. Donc là, il y a toute cette discussion que nous sommes en train de faire avec le secteur bancaire. C'est vrai que la RDC, malheureusement, est considérée avec un taux de risque important et donc cela se répercute sur le taux d'intérêt qu'on nous applique. Mais c'est un travail que nous sommes en train de faire pour voir comment, avec le système bancaire, si nous, en tant que gouvernement, en tant que pays, nous avons un peu plus, une meilleure cote en termes de crédibilité, je pense que ce sont des questions qui pourront être réglées à terme. Certains observateurs notent quelques avancées dans le domaine de la création des emplois, notamment avec la sous-traitance et autres. Est-ce qu'à ce jour, avant d'atteindre les 1 500 000 emplois dont parlait Thierry, est-ce que dans les 3 mois, vous avez plus ou moins une idée de nombre d'emplois qui ont été créés? Ça, plus c'est un ou moins, travail... quelques indications. Non, ça, je ne pourrais pas vous le dire parce que c'est un travail que j'ai demandé et au ministère du Plan et au ministère du Travail de pouvoir nous donner des indications précises à ce niveau-là. Sur le plan de la sécurité, nous savons que le pays est agressé à l'Est et il y a des actions qui devaient être menées dans le cadre de votre programme pour justement améliorer la force des frappes de nos forces de sécurité. Voilà. Est-ce que vous évoluez sur ce plan-là? Aujourd'hui, cette question de conflit à l'Est nous préoccupe énormément. Quand nous voyons toutes ces victimes à l'Est, ces déplacés, ces morts, ces femmes violées, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et nous ne pouvons pas continuer à accepter qu'un pays voisin, qui est le Rwanda, avec ses supplétifs M23, vienne nous agresser. Raison pour laquelle le chef de l'État a décidé, et c'est ce que nous sommes en train de faire, de mettre les moyens nécessaires pour arriver à la montée en puissance de l'armée. Maintenant, il faut voir d'où nous partons et où est-ce que nous voulons arriver. Mais évidemment, il y a des détails dont je ne saurais pas parler ici. Madame, à l'Est, les déplacés, c'est compte en termes de millions, vous le savez. Que fait votre gouvernement concrètement pour soutenir ces personnes de manière efficace et régulièrement surtout? Vous savez, quand je suis entrée en fonction, mon premier voyage a été à l'Est. J'ai été au sud, à Bukavu et à Goma. Je pense qu'il était important pour moi de montrer à cette population meurtrie, et j'ai été jusqu'au camp de déplacés de Mungangu, c'était important d'aller les voir et de leur montrer que nous sommes là avec eux. C'est vrai, dans un contexte où vous êtes loin de chez vous, vous n'avez plus accès à vos cultures, parce qu'en règle générale, ce sont des populations qui sont des cultivateurs, vous ne pouvez plus cultiver, vous êtes dans des endroits où il n'y a pratiquement pas d'eau,
où il n'y a pratiquement pas d'électricité. Et donc, c'est une situation assez difficile. Et en plus, vous vous retrouvez dans une situation où on commence même à parler d'agression sur les femmes, etc. Donc, la première chose, c'était de voir, nous déjà, gouvernement, avant même de parler des partenaires, il y a un appui que nous essayons d'apporter régulièrement au niveau de ces populations de l'Est. J'ai la ministre des Affaires sociales et humanitaires qui y va d'ailleurs régulièrement. D'ailleurs, aujourd'hui, elle est à l'Est, suite au naufrage que nous avons eu. Et vraiment, il faut avoir une pensée pieuse pour toutes ces personnes décédées et vraiment toute ma compassion à leur famille. Et donc, c'est une situation qui nous interpelle et nous essayons de pouvoir trouver des solutions en termes d'appui humanitaire. Mais la meilleure des choses, pour nous, c'est d'en finir avec cette guerre. Parce que même si on donne des appuis humanitaires, le plus important pour cette population, c'est de pouvoir rentrer en paix chez elle. Nous avons, comme je l'ai dit, le volet militaire avec le travail qu'on est en train de faire sur la montée en puissance de l'armée. Nous avons le volet diplomatique. Nous sommes en train de travailler sur ce volet-là. Vous suivez régulièrement, où on est dans les discussions dans le cadre des accords de Luanda. Et d'un autre côté, il y a aussi, d'un point de vue judiciaire, où nous travaillons, non seulement il y a toutes ces actions judiciaires aujourd'hui à l'international, pour non seulement qu'on puisse avoir un certain nombre de sanctions, ça c'est l'aspect diplomatique mais aussi judiciaire, des sanctions indemnisation par rapport à tout ce qui se passe à l'Est, mais aussi il y a tout ce qui concerne la justice transitionnelle où il va falloir trouver aussi un moyen de pouvoir réparer toutes ces atrocités qui ont été faites à l'Est. D'un autre côté, nous sommes en train de travailler sur l'aspect économique lié à cette guerre. Parce que comme on le sait, cette guerre aujourd'hui, elle est pratiquement liée à des causes économiques. L'exploitation illicite de nos ressources. Et donc pour ça aussi, il y a un certain nombre d'actions que nous sommes en train de mener, tant au niveau diplomatique qu'au niveau économique, pour essayer de bloquer tout ce processus de ressources qui vont à l'Est. Quand je dis à l'Est, dans les pays frontaliers évidemment. On prend aujourd'hui la question de Primera Gold. À partir du moment où on a pu mettre cette entreprise en place, qui a pu commencer à capter toute la production artisanale de l'or, ça permet de bloquer le passage de l'or dans les pays voisins. Aujourd'hui, vous avez vu que nous avons même encore été, il y a eu cette déclaration du secrétariat d'État américain au travail qui parlait du travail des enfants dans les mines. Mais quand on prend de manière générale, nos mines, à 70%, sont gérées par des entreprises industrielles en bonne et due forme qui respectent les standards. Donc ce problème du travail des enfants, c'est dans les 30% qui restent dans l'artisanal, mais même là, nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes à travers, par exemple, l'entreprise générale de Cobalt, à travers Primera Gold, à travers d'autres services pour justement essayer de contrôler toute la production artisanale et assurer aussi qu'il y ait de moins en moins de production artisanale illicite. C'est un combat. Vous savez qu'il y a des groupes armés qui pullulent à l'Est, etc. C'est un combat qui n'est pas facile, mais je pense qu'on va y arriver. Madame, plusieurs observateurs, une fois de plus, acclament le travail qui se fait par le truchement du ministre d'État, ministre de la Justice, qui désengorge les prisons. Mais avec la montée du banditisme urbain, le phénomène Kuluna, on pensait que ce n'était qu'à Kinshasa, mais ça s'étend à travers la République. Le gouvernement risque de faire un travail pour rien. Parce que ces jeunes-là vont être arrêtés, de nouveau renvoyés dans les prisons, et ce sera un cycle vicieux finalement. Au moment de mon investiture, il y a des honorables députés qui m'ont demandé pourquoi, dans mon programme d'action du gouvernement, le pilier paix, sécurité, justice venait en deuxième position, alors que le pilier diversification de l'économie, création d'emplois venait en premier. Simplement parce que tous ces jeunes aujourd'hui, on doit leur donner du travail. Et c'est sur ça qu'on est en train de travailler. C'est vrai. Nous sommes dans une situation où, prenons la prison de Makala, construite en 1957, ça fait combien d'années? Il faut faire les calculs.
67 ans. En 67 ans, il n'y a pas eu une nouvelle prison ici à Kinshasa. Cette prison qui était construite pour 1500 personnes, aujourd'hui vous avez vu, malheureusement avec cette catastrophe que nous avons eue au niveau de la prison au moment de la tentative d'évasion, on avait plus de 14 000. Ce n'est pas possible. Il y a ce processus de désengorgement de prison qui est important. C'est vrai qu'avec cette catastrophe qui a eu lieu au moment de la tentative d'évasion, il a fallu essayer de trouver des moyens pour désengorger rapidement, mais nous devons contrôler tout cela et ce travail doit se faire en harmonie avec le Conseil supérieur de la magistrature parce que c'est dans le cadre de cette commission paritaire que ce travail est fait de manière continue. Mais entre-temps, moi j'ai réuni ici avec moi les hauts magistrats, le ministre d'État en charge de la justice, le VPM intérieur, etc., pour discuter de quelles sont les actions que nous devons mener. Non seulement aujourd'hui, Makala et toutes les autres prisons, c'est la même chose. On a fait le point de situation, ne peuvent plus accepter des détenus condamnés ou détenus préventifs. Nous ne pouvons pas garder des gens dans les cachots parce que là aussi, aujourd'hui, il y a un débordement indescriptible. Donc, aujourd'hui, moi, je leur ai demandé de me rendre un rapport pour me dire quelles sont les propositions de solutions, comment déjà on sort tous ceux qui sont dans les cachots, on sépare les femmes, les enfants, parce que ce n'est pas possible d'avoir tout le monde dans le même endroit. C'est impossible. En attendant déjà ceux qui sont des détenus, pouvoir les mettre là, des sites qu'on va pouvoir contrôler, et il faut ce travail, on ne peut le faire qu'avec la police et l'armée, parce que à partir du moment où on trouve un site, il faut le sécuriser, il faut contrôler, parce que sinon vous allez encore avoir des problèmes avec les populations environnantes, donc on ne veut pas en arriver là. Mais donc ce travail-là, moi j'attends qu'on me donne les conclusions et le gouvernement va devoir mettre les moyens pour assurer ça. En attendant qu'on puisse arriver, on a dans la projection la construction de nouvelles prisons, donc c'est un travail aussi qui est en train d'être mené entre le ministre de la Justice et la ministre des Affaires foncières parce qu'il faut trouver des terrains qui sont disponibles, etc. Mais bon, voilà, nous allons y aller. Malheureusement pour nous, nous sommes en train de vivre une situation que nous n'avons pas créée, mais que nous devons gérer. Maman Première ministre, je dis Soumino Matondi na libako Sibiso, ya yambonani na tuna yo boye na konome yo comme Première ministre. Il y a gouvernement, Mokonza Mboka à résoudre les problèmes balés. Il y a Yambo à Pessi na province na yo aux alliés originaires parce que moi na Songololo, Congo central pour la première fois dans l'histoire Yambo Kanabiso depuis l'indépendance na kanswali moto Yambo pour na kozwa poste au ya premier ministre. Deuxième chose, ezali bongo mama ya Yambo o batomboli na ebonga oyo. Tangu ozula lozola muka ndenge fo ou répondre na makambo wana mibale. Est-ce que katako pongi na katkati ya butu? Est-ce que ozozongoka eloko mo ya lokumu? Mama Sylvie nakanisi que lea banomaki ngai nalobaki yango eloko motuya o mokonzi ya mboka apesi ngai eza eloko moke te. Mpo na ngai eza eloko lokumu te. Eza, comment on dit ça? Eza mokumba oyo mokonzi ya mboka apesi ngai mpona kokamba mboka. Eza eloko moke te. Lea banomi ngai eloko nini na liboso nasalela kotala na bandeko na biso baza na este parce que kuna pasi pe bato baza na pasi na kati ya RDC bazali. Mais soki otali boza na guerre, ça fait 30 ans. Guerre yango esila te. Mosiko ngai naya nakende otambola na ngai ailleurs te nalobi nakende na kotala bandeko na ngai baza nano kuna bayebake moto aye en tant que maman, en tant que ndeko mwasi nazo comprendre bapasi na bango et namona bango mpona lakisa bango ke nazo comprendre mais que na gouvernement nanga tokosala elongo po toluka solution mpona bango. Ndenge moko nayebi lelo ke tozala ba problème abanzela na kati tolobaka na kati ya Kinshasa tokende na biso mosika te. Mama yokanzi soki mbula enoki nga nalalaka nakolala te nazobenga nayeba situation eza ndenge nini. Entre temps nasi napesi mpe mitindo nakanisi bomonaki
na recevaki awa na yambaki gouverneur ya province ville province à Kinshasa parce que Kinshasa est la ville province mais yango pe biso gouvernement ba institution surtout aux appels na kati ya Kinshasa na yambaki gouverneur na yambi ministre en charge de l'infrastructure, ministre d'État, na yambi ba continuer surtout au baza en charge il y a ba infrastructure pour nani na ministre des finances na ministre du budget pour nani parce que na yebi que na ba compétence aux constitution pesi biso ils a important to tala ndenge to kosunga gouverneur nakansi alekaki et pas yandeko Thierry Kambudi alobaki pe gouvernement central lelo tozo aider ville province pona makoki ya kokosala pona kobanda kobongisa nzela tozo bana opesa ye mensuellement pe moi pas tapo akoka pe kosala 2 millions mais na banzelo bébé aux yeux tourisme aux yeux au commandement même nzela le kumu aux yeux tosali programme même route nationale numéro 1 Kinshasa Matadi na boyi na boyite ezande likambo ya kotia na programme awa na Kinshasa soko ozwi 5 km nzinga ya Zandu tosali programme to bana ko attaquer yango ba étude ici et salami ministre des finances asi apesaki mbongo beseko esali ba étude sur base ya ba étude wana nde mosala kosala po tolingi susu te que topesa mbongo bobongisa nzela boanalyse na bino te bosali étude te botie kaka ciment botie goudron et puis lobi mbule noki alignon surtout ekei te tolingi siko makambo esala ndenge bia d'où nécessité ya kosala ba étude wana esalami yango wana na gouverneur tokokende liboso siko to bana misala basala ba appel à manifestation d'intérêt ba entreprise ya solo pe ba ya pona ba entreprise wana pe toningi komona o ya solo pas o ya lukuta ba ye kaka et puis basali musala manœuvre pe ba kena bango de la même manière na programme wana il y a 27 km na kati ya ville à Kinshasa pe fo bazwa et de la même manière aussi topesaki na nani na et pas gouverneur ndenge yo lobi eza 2 millions te eza 1 million 500 eza 2 millions yo ba kiselié wana eza ina tanga kala baza kozwa na ville sikoyo na ba misalo nyo surtout photos za la tozo aider na 1 million 500 mais na mbongo wana eza pona assainissement mais tala na likambo toza nango na kati ya assainissement nampasa esika fade ba kanotia biloko boyebi problème eza kuna basali spoliation esika tozo bake koboa tozo boaka biloko ya salite kasi yango tozo landela boyoki te bikolo yo mama akasia azolandela ngo mpona kotia ordre parce que il faut to soki tolingi tobonga na kati ya mboko il faut tokende na makambo na ndenge ordre il faut totika désordre mais biso moko pe bakongole et l'état akosala mosala na ye mais biso pe congolais mutu na mutu pe asala pe mpar na ye parce que tokondima te que soki tolingi mboka na biso toboya nde désordre toboya corruption toboya désordre toboya corruption wana osi otienga lokolo na kati ya justice mais yambo na tuna makambo ya justice wana nakoloba mama Judith tolali tolamuki biso tosepeli parce que carburant ekiti en tout cas il faut saluer on peut ezali likambo moko na peut-être soki eza une première mais eza eloko moko c'est un fait quand même rare nde tokokoloba tabwe na lopoto mais tout le monde a bamboka mosusu bapaya ceux qui baissent salaminde wana automatiquement na biloko lokwa mapa na biloko na makambo kwa transport no mbangu na semaine kolanda il faut to sentir réaction par rapport à Beswan sur l'autre tokoloba ke yona professeur mukoko bo salara eloko moko lokola pona bo sepelisa kaka mboka donc eloko mo esa na fondement te liboso na corriger na ndika mama eza likambo ya ngai na professeur mukoko te eza likambo ya gouvernement nga naza premier ministre ya gouvernement mobimba sikoyo c'est vrai ndenge nalobaki tout à l'heure nakasi nalobaki yango na papa Héron ou bien na papa Thierry tozozela ba retomber salama na niveau ya transport il faut ba préparer kita donc wana eza eloko ya liboso donc ministre à transport na ministre à économie d'ailleurs ceux qui bolandaki compte rendu à gouvernement lobby na communication nanga na sengi bango na pesi bango ba instruction pour balandela lika bango prix ya transport ekita prix ya biloko pe ya kolia par exemple faut ekita
mais pour ekita yo soko za commerçante maman osombaki eloko na yo na 1000 francs ata carburant ekiti okitisa mbala moko po yo il faut gagner 1000 francs na yo olingi ngai natia désordre ba maman commerçante ba comme na faillite pour ngana kitisi tout gouvernement kitisi to à carburant prix à carburant. Donc il faut que ça la manatango nango bango bazana ba stock na bango il faut ba épuiser ba stock na ba stock asika nde tokotala application ya baki ba talo ekita mais pona wana pe il faut moi contrôler ezala to lingite que contrôle wana koma baba no tungisa bato te eza wana te mais il faut ba inspecteur ya économie ba kita na terrain ba yeba moto yo ozana ma marchandise na yo osomaki yango quand période osomaki biloko na ezaki na talo boye ti oko épuiser stock no problème ezate mais là comme na stock asika a aux yeux avec bénéfice ya prix à carburant ekiti période wana pe sikoyo il faut to bano appliquer pe baisse à prix oko appliquer prix aux alaki na on libosote. Maman je dis est-ce que depuis aux yeux poste au social wenze moko mais pour que na que ne wenze ça ezali kama mukete poso na lobi na keka nga mo ngai moko maman je dis na keka boye bato nyonso to bazo welanga moyen zate donc na kendeke mais il y a moi ko bomba na pofo pe na yeba makambo eza ndenge nini soko ozoyeba lelo ozana esengo ya komona mama azalaka komema kitunga lelo akomaka na sachet soso tozali kosomba bobimba lelo bakoma kodemonte na bapièce mama Sylvie toloba likambo ndenge eza likambo yango ebandi lelo ou bien biso nyonso to tokuti yango mbete siko tozolinga kobongisa ntango ozwaki bokonzi oyebaki te nayebaki kopesa baresultat kasi nayebi te yango wana nde tozosalela mosala mpo baresultat ezala nalingi lelo mpio di lokola 1 kilo eza na 8000 francs ekita mwa moke mutu oyo akoimporte mpio di oyo ekoya mikolo oyo l'air akoza camion grève mpe ya bacamionnaire esili te boyokaki sango bongo ya ciment mais kasi te prix mpe ya ciment mpe fo ekita parce que grève ya bacamionnaire esili yo koexplike nga ndenge nini bacamionnaire badeside basala grève yo za na stock dans la ciment na Kinshasa au matisi prix pour nani grève wana impacté au point de so ici ce n'est pas de la spéculation yebisanga biso pe ba congolais to milinga na entre biso pourquoi to linga kaka yo za individu yo gagner plus que baninga tira baninga nyonso na passe c'est ça aussi la responsabilité au biso to zoluka ipa ya baninga na biso congolais mais responsabilité première est à biso gouvernement ya wana lobby neti sikoyo soki biloko ewuti na port coût à transport il faut ekitata na minute lelo donc pio di oyo ekoya mikolo oyo ekozala lisusu te 1 kilo 8000 francs ndenge ezalaki il faut ekita toza d'accord eloko nde tozoluka yango wana maman Judith lelo nyonso eza priorité nayebi te soki okodéfinir gouvernement na on ndenge nini mpo toyebi te oleka bazalaki bawarrior nayebi te oyo ya lelo soki boza banani ntango soki osunga bana mboka mpe bayeba soki yo oza otie marke nini mais tout otala secteur lokola ya transport naufrage esali pasi ekomi nango mpe mwa mbala ebele banzela bambuteyage ut koloba te esengelaki ke polisi ekoma otelema na balabala mpo ateya bino bakondike sens unique eza mabe mpo bino nde moto bosalaka yango soki otali compagnie ya aviation tokomobikela nde na caprice ya CA baza société privée so tokela bainfrastructure toloba na biso te courant mpe na mai toloba na biso te mama Judith na mboko nyonso ezali prioritaire ozotia motu na vraiment na esika nini na ngonga nini ya moyen terme bana mboka bakoloba ya solo mama moto akomi wana esengeli makambo ezala autrement ke ntango mibali baza kogouverner ya solo mama Sylvie ndenge olobi bapriorité eza ebele yo moko omoni alerte bando solola tolobi nini totala pouvoir d'achat bacongolais totala ndenge tokokitisa yango yango tobandi $3 ça fait 3 mois tozaka na 2870 ezonage kawa eza quand même stable bamisusu balobaki yo te na minute oyo ifale ezala déjà 3000 ekomi 3000 te tozomeka kostabilize bana mpe tozoluka ekita tozobundela yango
De la même manière, les lots qui ici pris à carburant. Ils ont moussala tout ça là, malé malembe. Sikoyo, ngana lobi boye mama. So aux na katia libulu. Aux na 100 mètres na se. Attends mati 80. Mutu o azali banda azo mono wapi. Na libulu. Problème na biso yango wana toza nango na Congo, na RDC. Batu nyonso tout bazo mutala ka babia azala kati. Pourtant na mati etikeleka 20 mètres na bima. Donc kalate mutu nezo monana. Tozo tambola, malembe toko bima. Maman Judith, na saki mo enquête balobia wa. Bon ya mukeka na baksesus. Na saki mo enquête balobia wa. Maman Judith peut-être rigueur ou ayekolaki ou azona PNUD aye nango penza. C'est-à-dire so ba yeli au signataire faut landela. Document moko mo otanga opesa boy. Liko nango otu bakisa ba lettre de mission. Donc chaque ministre ou la kisi eloko ni esengeli asala limite na ye na misala pe ya ye. Kaka lobi o annonce ki pour lui que évaluation moko ikoya. To li qui a été na suka nango ba o bako kota na logique na ote et sengela na bomba rendre ba tablier to ko sala mandenge nini po yebiete ba composition le quoi gouvernement boye ils a plus na dose politique que technique. Donc ba technocrate bazala c'est par rapport à dose politique. Wana ngana kozongi so epa mokonzi mboka. Mokonzi mboka lobini ngai na tie en place toloba bauti pour et permettre ngai na kolandela musala ya ba membre du gouvernement nanga. Ngai na lingi chaque membre du gouvernement asala musala na yenda bima. Yangwana parenthèse bomona anga libanda pamba te parce que pour nangai musala wana eza musala ya chaque ministre da secteur ne yende fois bima. Ngana na sima nazo tala nazo coordonner na landela et si kay loko ezo sala mabien tena toko ko solo lo ba bomisa ba lettre de mission wana ba rolandisa na ba feuille de route eza poto évaluer bango mokonzi mboka lobaki chaque membre du gouvernement serait évalué. Sans sentiment. Ce que vous avez évalué. Famille politique nao. Mais eza musala toza awa mokonzi mboka ye mokasi lobaki kaka ndenge moko ngape na lobaki na ba membre du gouvernement à partir du moment to komi membre du gouvernement toza sous na couleur politique te na katia gouvernement na biso. Toza wana pona mboka. Quelle que soit tendance politique, nous sommes tous membres d'un seul corps qui travaille pour le pays. Donc, il y a une coloration politique, il y a une musala, évaluation et au salama. Ce qu'on a évaluation, on a battu la rate. Au Corée, les locaux évalués, mais ceux qui ont une raison pour nini, les locaux ont salama qui bientôt. Au côté, on peut mesurer et salama qui bientôt parce que. Ceux qui ont vraiment fautinaillé, ils ont fautinaillé. Mais ceux qui ont fautité, il faut peut-être talandeño to ko pesaye ba koki pour ko sala musala ndenge sengeli. Donc c'est tout ça qu'il va falloir, un bon gestionnaire, c'est tout ça qu'il va falloir regarder. Mais dans l'ensemble, on a beaucoup de choses satisfaites dans l'action gouvernementale. Yana lobi boy. Les lots sololi. To leki kapia 100 jours hein. Na habité pour nani les batonyo surtout ba luka. Na lobara na 100 jours. 100 jours ango bakoma wapi keza obligatoire. Pourquoi bino bolinga na 100 jours na banokoloba toza sati toza ebandeli. To bandi kotia makoki poto kendeli boso. Poti kangai to sala na musala. Là to koma na fin de l'année to kokisa moi plus ou moins 6 mois to koki ko bana ko évaluer to ba bon tendance eza ko kenda côté bien ou bien tendance ezo kende côté mabe to redresser. Alors pourquoi vous avez choisi de communiquer en ce moment précis? Parce que je pense que face à l'attente de la population, c'est un devoir de redevabilité. C'est vrai, comme je l'ai dit à maman Sylvie, ce n'est pas un devoir constitutionnel, ce n'est pas une obligation. Nulle part il est écrit qu'au bout de 100 jours, il faut. Mais vu l'attente de mes concitoyens, je me suis dit, bon, je vais quand même parler pour leur dire. Nous avons commencé le travail, ce n'est pas encore fini. Nous n'en sommes qu'à nos débuts. Mais nous pensons que si nous gardons le cap sur lequel nous sommes aujourd'hui,
nous allons y arriver. Mais pour ça, nous, le gouvernement, nous allons faire notre part. Mais vous, les citoyens congolais, vous devez aussi nous soutenir. Il faut arrêter avec ces histoires-là, des gens qui font la spéculation, des gens... Regardez, rien que le prix du carburant est baissé, et au matin, on lobby. Pourquoi? Pourquoi on est si négatif? Il faut qu'on essaye un peu de changer cette mentalité, qu'on regarde un peu notre pays de manière positive. Vous savez, dans d'autres pays, moi j'ai travaillé dans les organismes internationaux, j'avais des collègues d'autres pays qui me disaient « mais vous êtes compliqué ici. Chez nous, tu nous attaques, mais entre nous on fait bloc. » Et l'obité que ce qu'on fait bloc, on passe les bêtises. Non. Quand il y a des bêtises, il faut le dire, il faut sanctionner. Mais il faut aussi faire bloc pour soutenir l'action du gouvernement. Et n'est pas tout le temps simplement dire que le gouvernement ne fait rien. Nous sommes en train de travailler et nous allons y arriver. Et c'est ensemble qu'on y arrivera. Voilà, j'avais annoncé au tout début de cette émission que Dylan Mutombo, autrement dit Tonton D, qui est très présent sur les réseaux sociaux avec près d'1 million d'abonnés sur TikTok où il produit de l'actualité, était en train de collecter des questions des internautes qui suivent cette émission sur les réseaux sociaux. Donc, il va venir poser quelques questions venant de la population. Voilà, Dylan. Excellence Madame la Première ministre, dans le cadre de la récolte de questions des internautes, nous avons pu recueillir quelques questions récurrentes auxquelles la jeune population congolaise attend de réponses de votre part. De prime abord, les jeunes Congolais se sont questionnés, n'est-ce pas, sur votre plan d'action gouvernemental qui a promis, n'est-ce pas, de créer plus de 6 millions d'emplois. Alors la jeune population aujourd'hui se pose la question de savoir où en êtes-vous avec ce projet. Combien d'emplois exactement avez-vous déjà créés? Et dans le même ordre d'idée, Excellence Madame la Première ministre, l'État à lui seul ne peut pas créer tous les emplois pour l'ensemble de la population congolaise. Il s'agit donc de mettre sur pied des mesures incitatives à l'entrepreneuriat, de telle enseigne que plusieurs acteurs puissent également intégrer ce corps entrepreneurial. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce que l'on constate sur le plan de la pratique, dès qu'un jeune se décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, il est tout de suite accablé par des différentes redevances et taxes qui mettent en mal, n'est-ce pas, l'évolution de son activité entrepreneuriale, ce qui cause malheureusement une faillite prématurée. Dans cet ordre d'idée, Excellence, Madame la Première ministre, dites-nous quelles sont les mesures que vous avez déjà prises quant à ce ou ce que vous comptez faire pour essayer, n'est-ce pas, de rendre un peu plus facile la vie entrepreneuriale du jeune Congolais. Et pour finir, Excellence, Madame la Première ministre, il se pose également une question sur le plan sécuritaire. On fait face à la recrudescence de l'insécurité sur l'étendue de la République démocratique du Congo, dont notamment à Kinshasa et à Goma. Il ne se passe pas 2 jours sans que nous puissions recueillir 2 ou 3 cas d'enlèvement. Ce qui se passe sur la pratique, c'est qu'un groupe de criminels s'organise, n'est-ce pas, pour procéder à des enlèvements dans différents coins de la capitale pour ensuite rançonner les familles des victimes. Et jusqu'à présent, la population ne sent pas encore l'implication effective du gouvernement. Quant à ce, la jeune population congolaise se pose des questions de savoir quelles sont les mesures que vous avez éventuellement prises, n'est-ce pas, pour essayer de mettre fin à ce fléau qui gangrène la quiétude du peuple congolais. En fait, le tout doit repartir sous l'angle de la diversification de l'économie, mais nous devons aussi non seulement donner les atouts à notre population. Et quand on parle d'atouts, on parle de formation. Et particulièrement aujourd'hui, je vais parler de la formation professionnelle. Pourquoi? D'ailleurs, aujourd'hui, au niveau du gouvernement, nous avons eu une décision du Conseil des ministres pour demander à la ministre de l'ESU de pouvoir faire une évaluation sur les programmes qui sont mis en œuvre aujourd'hui au niveau de l'enseignement supérieur. Parce que nous devons impérieusement adapter notre formation aux potentialités que nous avons d'un point de vue économique. Quand on va regarder, qu'est-ce qui sort de nos universités? Nous avons des médecins, nous avons des juristes, nous avons des économistes, que je suis. Mais il y en a énormément et ça ne répond pas aux besoins du marché.
Et donc ça, c'est ce travail-là déjà que nous sommes en train de faire en premier lieu. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons un ministre pour la formation professionnelle. C'est extrêmement important. On met un focus sur ça parce que nous devons assurer de former les jeunes dans des métiers qui seront porteurs. Aujourd'hui, je vous ai parlé, par exemple, du programme INGA. Dans ce programme-là, nous allons avoir évidemment la production en énergie électrique. Nous aurons dans ce programme-là la nécessité de construire un certain nombre de routes là où on va faire passer au-dessus l'électricité, mais il faut aussi que nous ayons des routes. Nous devons dans ces routes-là faire passer la fibre optique parce que nous voulons aussi avoir cette montée en puissance avec l'informatisation, la digitalisation, l'intelligence artificielle. Mais tout ça va nécessiter d'avoir des métiers qui vont avoir l'expertise de pouvoir faire le travail qui sera. Si nous prenons le port de Banana, dans la construction de ce port, nous avons besoin de technicité. Mais nous devons avoir des personnes qui sont capables de... Donc, c'est tout ça sur lequel nous sommes aussi en train de réfléchir. Et donc, il y a cet aspect formation qui va être important parce que c'est ça qui va permettre d'avoir un certain nombre de personnes qui sont aptes à occuper les emplois qui vont être créés. En termes d'incentives qu'on donne pour la jeunesse, vous avez vu le chef de l'État, dans son mandat passé, a eu à créer un certain nombre de structures pour aider les jeunes entrepreneurs. Il y a aussi la mise à disposition d'un certain nombre de fonds, comme le Fonds des générations futures, FOMIN et tout ça. Ce sont tous des fonds qui, aujourd'hui, ont été mis en place pour assurer que nous pouvons appuyer les jeunes entrepreneurs. Ça a commencé avec l'RSP dans la sous-traitance. Vous avez vu, il y a tout ce mouvement-là, le FOGEC, pour pouvoir aider un certain nombre de jeunes entrepreneurs. Ce n'est qu'un début, mais en même temps, et je l'ai dit, il faut impérativement qu'au niveau de l'amélioration du climat des affaires, les choses se fassent effectivement. Il y a tout un certain nombre de réformes sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Certaines sont mises en place, d'autres doivent suivre. Que ce soit au niveau de la digitalisation, pour baisser ne fût-ce que la question de la lutte contre la corruption. Si tout est digitalisé, toutes ces personnes ou tous ces services qui vont chaque fois demander quelque chose, ça va se faire d'un point de vue numérique. Il n'y a plus ce contact-là. Les gens peuvent le faire contrôler au niveau de leur écran au bureau et ça sera beaucoup plus facile. De la même manière, on regarde les incitations fiscales. J'ai été au ministère du Plan. Il y a toute une série dans le Code des investissements. Et d'ailleurs, on a même dit qu'on devrait travailler sur une révision du Code d'investissement pour l'améliorer. Mais il y a toute une série de mesures qui sont données à ceux qui veulent investir. Donc, il y a toute une panoplie de mesures que nous sommes en train de prendre pour assurer que celui qui veut entreprendre dans notre pays, que ce soit l'entrepreneur local, le Congolais, que ce soit l'étranger, puisse le faire dans des conditions adéquates parce que, comme vous l'avez dit, c'est le seul moyen pour nous de créer les emplois. Ce n'est pas la fonction publique qui va créer les emplois. Il faut créer les emplois dans le secteur privé et c'est avec le secteur privé qu'on va pouvoir avancer. Et si on parle du secteur privé, donc l'accent est mis au niveau de la jeunesse parce qu'aujourd'hui, l'incentive est de pousser les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat plutôt que juste d'attendre de pouvoir aller dans la fonction publique. Et ces jeunes-là, comme je l'ai dit, il faut leur donner les outils. Non seulement la formation adéquate, je vous ai parlé tout à l'heure au niveau de l'agriculture, on est en train de former, dans le cadre de l'agenda de transformation agricole, un certain nombre de jeunes. On en a déjà formé, je pense, 1800, c'est très peu. Mais on compte monter de manière exponentielle à l'agrobusiness. Ce sont des jeunes qui apprennent la formation en termes d'agriculture, mais aussi en termes de gestion de leur entreprise. Comme ça, ils seront mieux canalisés et pourront mieux avoir des résultats. Ils se plaignent également de l'insécurité dans la ville. Alors, la sécurité dans la ville, ça, c'est vraiment un grand problème. On en a discuté avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Vous savez, ça va faire un certain nombre d'années qu'on n'a plus recruté au niveau de la police. Donc aujourd'hui, nous avons un effectif au niveau de la police qui n'est pas suffisant pour couvrir l'ensemble du territoire.
Ce qui doit être fait maintenant, et c'est ça qui est mis en programmation, pouvoir aller vers le recrutement, la formation de la police, parce que ça c'est important. Il ne suffit pas de les recruter, il faut pouvoir les former de manière adéquate, qui puisse être une police de proximité qui respecte le citoyen, qui prend soin du citoyen et pas une police qui est là pour agresser. Et donc, à partir du moment où on arrive à avoir un corps qui est là pour jouer son rôle de sûreté, de protection du citoyen, je pense que ça va aller mieux. Mais pour l'instant, c'est vrai que nous avons des problèmes, mais avec les moyens de bord, on essaye de voir, comme par exemple, cela a été fait dernièrement, doter la police de véhicules pour pouvoir au moins, de manière motorisée, circuler dans la ville. C'est un début, mais je pense que ça pourra continuer. On va le faire aussi dans d'autres provinces de la République, comme ça au moins, en étant motorisé sur quelques lignes, surtout dans les centres, au niveau des villes, assurer qu'on puisse avoir une certaine surveillance. Mais là aussi, il y a aussi la question maintenant de pouvoir gérer tous les hommes en armes. Donc il y a un contrôle qui doit se faire au niveau des hommes en armes, les militaires, les policiers, pour assurer que ces gens-là puissent rendre compte de la manière dont ils sortent chaque jour, qu'est-ce qu'ils ont Bon, il y a tout un mécanisme au niveau de l'armée et de la police pour contrôler les munitions, etc. Mais il faut que ces contrôles se fassent de manière beaucoup plus draconienne parce que ce n'est pas acceptable que nos jeunes soient... Bon, ce n'est pas seulement les jeunes, mais il y a surtout les jeunes, puisque c'est la majorité de notre population, doivent être soumis à ce genre de violation de leurs droits. Voilà, Madame la Première ministre, vous êtes une personne très chargée. Et le temps nous imparti est très limité. Thierry Kamboundi est resté sur sa soif, je l'ai dit. Et Sylvie Bongo n'a pas épuisé toutes ces questions. Mais nous aurons d'autres occasions. Ceci n'est qu'une première. Hein, donc Absolument. vous allez répondre régulièrement à ces devoirs de redevabilité. Donc il y aura d'autres numéros de ce magazine. Bien sûr. Enfin, il y aura plusieurs interviews dans ce sens. Et donc on se retrouvera à coup sûr. C'était un plaisir et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'est un exercice, comme je l'ai dit, que je n'ai pas l'habitude de le faire, mais il est nécessaire en termes de redevabilité de pouvoir le faire, de pouvoir parler à notre population. Et je sais que, comme vous l'avez dit, certains, si pas tous, vous êtes restés sur votre fin, parce qu'il y a beaucoup plus de questions que ça. Mais le devoir m'appelle, mais on va refaire d'autres séances et je pense que si on le fait de manière régulière, on pourra de manière régulière aussi épuiser la matière. Vous allez laisser la population sur quelle note? Nalobi boye pona bana mboka ba congolais bandeko nanga ba mama nanga ba leki nanga ba papa nanga gouvernement ezosala bino moko boyebi bo votaki président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bo votaki parce que bondimaki kalingi ko bongisa mboka yepe azotika biso te azoyebisa ngai chef à gouvernement il faut bosala po mboka ebonga ndenge na otoloba nalobi mingi te tolobi mwa ndambo makambo eza ene ebele mais biso tokosala mosala na biso mais bino pe population faut bo encourager bo simba toza wana mpona bino toza wana mpona bato mosusu te nga lelo soki naza chef de gouvernement et que nasali eloko te nakoloba nini nakosilisa manda na ngai eloko moko te esalami nakosepela te donc mpo na ngai eza etumba ya mikolo nyonso tu mpo na bino population congolaise tozosalela nde bino bolemba biso te au contraire bondima ke tozokende liboso tosi topesi bino mwa ndambo tolakisi bino ke mosala ezosalama lelo prix ya carburant ekiti mais eloko mosusu ezoya malemi tozokoma. Madame la Première ministre, merci. Merci beaucoup. Merci également à mes confrères Sylvie Bongo, Thierry Kamboundi et Alain Youk. On se retrouve très prochainement. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Nous vous disons à très bientôt.